Salut les aviateurs. Aujourd'hui on décolle pour la seconde partie du tuto sur la navigation à l'estime. Dans cette vidéo on entrera plus dans les détails. On parlera de la gestion de la route, de l'utilisation du compas et des effets du vent sur la navigation. Pour ceux qui n'ont pas vu la première partie de cette vidéo, vous trouverez le lien dans la fiche et dans la description. Voici un rapide résumé de la méthode de navigation à l'estime. Cela consiste à suivre une route constante entre des points tournants. Pour éviter de se perdre à cause de l'incertitude, on choisit des repères en route intermédiaires. Sur ces repères, on recale latéralement la trajectoire sur la route et on relève le temps de vol depuis le dernier point pour vérifier les distances parcourues. Pour conduire le vol, on utilise le compas pour nous guider sur une route constante. On utilise aussi la carte pour identifier les repères visuels et confirmer qu'on passe bien sur les repères en route que l'on avait prévus. Enfin, on relève les temps de vol à l'aide de la montre et du chrono et on les compare avec l'estimé et les reporte sur le log de nav. Le log de nav est un formulaire donnant pour chaque segment les routes à suivre, les distances, les temps de vol estimés et les temps réels. Maintenant, on va voir comment tout ceci peut se compliquer avec l'effet du magnétisme et du vent. On se souvient que notre vol nous mène des étangs au nord de la ville de Compiègne jusqu'au sud du village de Montcornet, selon une route au cap magnétique 070 pour environ 30 minutes. Après avoir viré Montcornet, on poursuit 25 minutes sur la route magnétique 090, sur notre second segment qui nous conduit à la verticale du terrain de Sedan. Pour cette seconde vidéo, on s'intéresse surtout à la première branche du vol, pour laquelle on a prévu deux repères en route. Le premier sera le château de Coucy, qui est repérable grâce à ses fortifications et sa position par rapport au canal de l'Oise. Le second sera tout simplement le terrain de Laon, Lima Fox, Alpha Fox. Durant ce vol, on ne dispose que d'un seul instrument pour suivre la route espérée, c'est le compas. Or, il y a pas mal de choses à savoir. Premièrement, bien que le fabricant l'ait certainement conçu pour donner des valeurs régulières, cet instrument comporte ses propres imprécisions dès qu'on l'installe à bord d'un aéronef. Ce biais s'appelle la déviation et est noté petit d. Il faut la soustraire au cap que l'on a calculé pour la navigation. Elle est principalement due aux masses métalliques dans la cabine de l'avion, au système électrique et électronique qui perturbe le champ magnétique autour de l'instrument. Attention d'ailleurs à ne pas placer d'appareil électronique à proximité directe comme une tablette ou un casque radio. L'exactitude du compas est réglable, donc on peut compenser les biais de l'instrument aux différents caps. Mais il subsiste des imprécisions qui sont identifiées à l'aide de courbes ou de tableaux de correction disponibles avec l'instrument. Sur le tableau de déviation résiduelle du Jodel, je relève une déviation de l'ordre de plus 1 degré sur cet instrument entre les caps 0,60 et 0,90. Ceci correspond à la plage de valeur dont j'ai besoin pour les deux segments de mon vol pour Sedan. Je retiens donc que je devrais appliquer une correction de plus 1 degré du fait de la déviation. Soyons réalistes, cette déviation est bien inférieure à l'erreur de tenue de cap de plus ou moins 5 degrés induite par les imprécisions de pilotage. On pourrait largement se passer de cette correction, mais elle peut se combiner avec une autre erreur dont nous allons parler ensuite. Gardons-la en tête pour le moment. Quand on prépare sa nave, on doit se baser sur le normal que l'on identifie à l'aide des lignes de méridien repérées en noir sur la carte. Cette référence est fixe et pointe sur l'axe de rotation de la Terre. C'est ce que l'on appelle le nord vrai. En traçant notre route sur la carte, on va trouver des points d'intersection avec les méridiens. On peut alors comparer l'orientation de la route avec ces méridiens. Pour cela, on centre le rapporteur de la règle de navigation sur l'intersection en alignant la règle sur la route. Il ne reste plus qu'à relever l'angle entre les deux lignes. Ici, on trouve un angle de 71 degrés. On suivra donc une route vraie au 0,71. Or, si l'on applique un cap magnétique au 0,71 en utilisant le compas sur cette section de vol,
on se rend compte que l'on dévie légèrement vers le sud. Au lieu d'atteindre le point tournant de Montcornet après 47 nautiques de vol, on passera à 1 nautique plus au sud. Cet écart est lié au phénomène de déclinaison magnétique. Alors de quoi s'agit-il? Le pôle magnétique utilisé par le compas n'est pas un repère stable. Le champ magnétique connaît des fluctuations sensibles dans l'espace et dans le temps. Donc on utilise un angle de correction appelé déclinaison, noté grand D, que l'on doit appliquer pour que le cap magnétique suivi avec le compas corresponde à la route vraie que l'on recherche. Ces dernières décennies, en France, il varie modérément selon les endroits, allant de plus 2 degrés vers l'est, noté plus 2, à 1 degré vers l'ouest, noté moins 1. La valeur de la déclinaison est notée dans les légendes des cartes aéro au 500 millième de l'IGN. On le voit sur cette simulation de l'évolution du champ magnétique au cours des siècles, la déclinaison évolue fortement au cours du temps dans certaines zones du monde. Et dans l'espace, elle varie par exemple de plus 15 degrés à moins 15 degrés en traversant les États-Unis d'est en ouest. Ce phénomène est assez rapide pour que certains exploitants d'aérodromes soient parfois obligés de changer le marquage de piste, puisqu'il réfère à des caps magnétiques arrondis. Par exemple, en quelques années, la déclinaison peut varier de 2 degrés et passer du QFU 0,84 arrondi 0,8 au 0,86 arrondi 0,9. La seule solution en navigation maritime ou aérienne est de disposer de cartes permettant d'appliquer des corrections et de transformer les valeurs de route vraies en valeurs de route magnétiques. Sur les cartes aéro, comme la carte des régions d'information de vol, on trouve des isogones, qui sont des marques curvilignes qui relient les régions de même déclinaison magnétique. L'isogone -1 passe par la pointe du Raz, l'isogone +2,5 passe par la vallée du Rhin. L'isogone 0, zone sans déclinaison sensible, va de la Normandie à la côte atlantique. Et notre vol de Compiègne à Sedan nous fait évoluer entre l'isogone +1 et +2 degrés. Jetons quand même un œil aux indications des cartes VAC sur les terrains sur notre trajet, puisque la déclinaison y est indiquée. Notez V ou VAR comme Magnetic Variation. Au départ de Compiègne, +1 degré, c'est cohérent. À l'arrivée à Charleville-Mézières, +2 degrés, cohérent là aussi. Sur les terrains intermédiaires, on note pour Laon et Rethel, +1 degré, logique. Mais la VAC de Sedan n'a pas été revue depuis 8 ans. L'indication de la déclinaison est donc douteuse, car on nous annonce 0 degré. En l'occurrence, les chiffres entre parenthèses nous précisent l'année de calcul de cette déclinaison. Ici, elle remonte carrément à 2010. Donc mieux vaut se baser sur les données moins détaillées, comme celle de la carte au 500 millième, mais actualisées pour estimer la déclinaison magnétique sur le parcours. Bilan des écarts. Sur la première branche du vol, j'ai calculé une route vraie au 0,71. Sur cette partie du vol, je rencontre une déclinaison magnétique moyenne de +1 degré. Mon compas a une déviation de 1 degré. Le cap compas à appliquer sur cette branche est égal à la route vraie, moins la déclinaison, moins la déviation. En respectant les règles d'algèbre sur les signes, j'applique cette formule à mes valeurs et je trouve un cap compas au 0,69. Bon, on va pas chipoter, sachant qu'il est difficile en pilotant de tenir des caps autres que des multiples de 5, j'arrondis au cap compas 0,70. Toutefois, pour une déclinaison de 0 degré et une déviation de -2, j'aurais trouvé un cap compas au 0,73 et opté pour un arrondi au 0,75. Conclusion, même si la déviation du compas et la déclinaison magnétique sont généralement faibles, elles peuvent se combiner pour influer sensiblement sur le cap compas appliqué. Une bonne préparation est essentielle en naval estime pour une gestion du vol sans encombre. Notamment parce que ce type de vol repose sur le passage de repères à des heures et sur des caps précis. En vol, le cerveau est bien moins performant que dans la salle de briefing pour réaliser des calculs complexes. On ne peut donc en l'air gérer que des corrections grossières intégrant les aléas que l'on rencontre à l'aide de méthodes simplifiées. Les grandes lignes du calcul doivent donc être préparées au sol pour la totalité du parcours. C'est à cela que sert le log de nav. Voyons donc comment, en préparation de vol, on peut estimer les temps de parcours entre les repères. Le principe de base est de mesurer la distance entre chaque point de repère en route, puis d'estimer le temps de vol entre ces points à la vitesse de croisière. Pour le Jodel, la vitesse de croisière est de 94 nœuds, 175 km/h à l'anémomètre.
La distance entre le point de départ de la navigation et le château de Coucy, premier repère en route de la première branche du vol, est de 18 nautiques. Un nœud est égal à 1 nautique par heure. Donc, en 1 heure, on parcourt 94 nautiques avec le Jodel. Par conséquent, pour 18 nautiques, on a besoin de 18 sur 94 égale 0,19 heures, soit encore 0,19 fois 60 égale 11 minutes et 30 secondes de vol. On arrondira à 12 minutes pour simplifier. C'est cette valeur qui est indiquée sur le log de nav entre ces deux points. Par contre, en vol, si je veux refaire le calcul, je peux appliquer la méthode de calcul mental qui utilise le facteur de base. Le facteur de base est un coefficient de proportionnalité qui est déduit de la vitesse de croisière. Le facteur de base est égal à 60 sur la vitesse de croisière. Mieux vaut le calculer avant le vol et le noter sur le log de nav. Dans le cas de notre Jodel, on trouve 60 sur 94 égale approximativement 0,60. Là encore, on procède à des arrondis, histoire de se simplifier la vie en vol. Ici, pour 18 nautiques, le temps de vol se trouve tout simplement en faisant 0,6 fois 18 égale 10,8 minutes, soit un arrondi à 11 minutes. Comment fait-on de tête une multiplication par 0,6 ? On peut faire une multiplication par 2, puis une par 3, ou l'inverse, puis une division par 10. Ici, 18 fois 3 égale 54, fois 2 égale 108, sur 10 égale 10,8. On n'est pas loin du résultat de 11 minutes 30 secondes trouvé à la calculatrice par la méthode précédente. Donc on peut refaire ce calcul mental en vol pour revoir notre nav si on est par exemple contraint de contourner un espace aérien. Au départ du vol, je prévoyais de passer sur le premier point après 11 à 12 minutes. Mais en arrivant sur le château de Coucy, je constate un passage à 13 minutes 30 secondes. Ceci signifie que je n'ai pas tenu la vitesse de croisière espérée, et j'en déduis que j'ai oublié d'intégrer un paramètre pourtant évident, c'est le vent du jour. En consultant la carte des vents au FL20 sur AeroWeb, j'aurais pu constater une prévue de vent sud-est de 20 nœuds, qui réduit donc sensiblement la vitesse sur trajectoire. Reprenons donc le calcul en tenant compte du vent. Ici, je subis un vent de l'ordre de 45 degrés droite. La composante contraire est donc de cosinus 45 fois 20 nœuds égale 14 nœuds. Ma vitesse de croisière réelle ou vitesse sol est donc de 94 moins 14 égale 80 nœuds. Pour parcourir les 18 nautiques, il me faut en fait 18 sur 80 égale 0,22 heures, soit 13 minutes et 30 secondes, ce qui représente 2 minutes de plus que ma prévie sans vent. En vol, j'aurais pu raisonner autrement pour corriger mon erreur en utilisant une méthode par pourcentage. Mon temps de vol théorique était de 12 minutes entre les deux premiers repères. En pratique, il est 2 minutes plus long, ce qui correspond à une majoration de 1 minute toutes les 6 minutes de vol, soit 1/6, ce qui équivaut à 15% à rajouter au temps théorique. Il me suffisait donc de prévoir 15% de temps de vol en plus pour rejoindre le prochain point de repère et recaler mes estimés. Par cette méthode, on peut facilement ajuster les estimés en tenant compte du vent réellement constaté durant le vol. Mais le vent n'a pas uniquement un effet sur la vitesse de croisière. En arrivant à mon point de repère en route, j'ai été obligé de revenir fortement vers le sud pour me repositionner sur mon repère en route, le château de Coucy. Le vent traversier que j'ai rencontré sur ce segment du vol a introduit une composante latérale qui a dévié l'avion au fur et à mesure de son avancée. Cette composante est appelée la dérive, elle est notée grand X et varie avec l'augmentation de l'angle au vent. Elle est maximale quand le vent est plein travers, c'est-à-dire à 90 degrés de la route. Elle augmente si le vent forcit ou si l'avion ralentit. Il faut donc intégrer plusieurs critères pour estimer l'effet de la dérive due au vent. La vitesse de l'avion, la force du vent noté VW, l'angle au vent noté petit a. Là encore, mieux vaut préparer ces calculs à l'avance car en l'air cela devient vraiment coton. Si ce jour-là j'avais subi un vent de 20 nœuds du 160, compte tenu de ma route au 0,70, l'angle au vent aurait été maximal, soit 90 degrés. La dérive aurait été donc maximale elle aussi,
Et dans ce cas, la formule simplifiée est la suivante, vent en E multiplié par le facteur de base. Ce qui nous donne dans ce cas 20 fois 0,6. On simplifie le calcul en faisant 0,6 fois 10 fois 2, donc on trouve une dérive de 12 degrés. En fait, le vent me pousse vers la gauche, donc j'ajoute le signe moins à ce résultat. Pour appliquer ensuite la formule de détermination du cap compas à appliquer et compenser cette dérive. Une fois appliqué cette correction à mon compas, l'avion avancera en biais par rapport à la route, mais restera sur une trajectoire au 0,70. En l'occurrence, ce jour-là, le vent est du secteur avant droit par rapport à l'avion et n'est donc pas plein travers. Il fallait donc en préparation de vol que je tienne compte de cet angle au vent de 45 degrés dans mon calcul. Pour cela, il aurait fallu ajouter le sinus de l'angle au vent dans la formule précédente utilisant le facteur de base. Ici, le résultat nous donne une dérive de 8 degrés et demi. En arrondissant, on appliquerait un cap compas au 0,80. Mais la méthode par le sinus est complexe et on aura du mal à l'appliquer en vol. On se rabat donc sur une méthode approchée bien plus simple. On considère l'angle au vent dans chaque quart de cercle entre l'aile et le fuselage. Ici, l'avant droit. On le divise en 3 parts égales. Celle qui est proche du vent de travers compte pour 3 tiers, soit 100% du vent. Celle qui se trouve proche du vent de face compte pour 1 tiers du vent. Celle du secteur central compte pour 2 tiers du vent. Lors de ce segment du vol, le vent vient à 45 degrés de ma route, donc j'applique le coef 2 tiers au vent. Pour un vent de 20 nœuds, cela réduit la composante de travers à 13 nœuds. Je recalcule ma dérive et je trouve un angle de 7,8 degrés, arrondi à 8 degrés. Au final, ajouté à mon cap compas, ce résultat est très proche de la valeur calculée avec la méthode du sinus de l'angle vent. Comme on ne cherche pas la précision, le résultat une fois arrondi est le même. Alors on va pas se casser la tête. En appliquant cette méthode au second segment de ma première branche, j'arrive sur le terrain de l'an sans écart notable. Voilà, avec ces notions, on est armé pour des naves simples en gardant en tête les essentiels. C'est la fin de cette vidéo, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. A bientôt sur la chaîne Aviateur et bon vol à tous.